Et puis l'ancien patron du groupe pétrolier Elf, Loïc Le Floch-Prigent, publie ses souvenirs africains, un autre regard sur l'Afrique. D'aujourd'hui, il est l'invité du Grand Angle. Bonjour Loïc Le Floch-Prigent. Bonjour. Alors merci d'être sur le plateau de TV5. Vous êtes connu en France et sûrement en Afrique aussi comme d'abord l'ancien patron du groupe Elf Aquitaine. C'était la plus grosse entreprise pétrolière française, absorbée par Total en 2000, quelques rappels historiques. Vous avez dirigé ce groupe Elf de 89 à 93, ce qui vous a d'ailleurs valu un peu plus tard des années de prison, dans les années 2000, pour détournement de fonds. On ne va pas trop en parler aujourd'hui. Ce sont les affaires Elf et Dumas aussi. Il y a eu plusieurs affaires, l'une dans l'autre. L'affaire Dumas, du nom de l'ancien ministre des Affaires étrangères, inculpé, vous aviez été inculpé à l'époque par la juge Eva Joly. Alors vous avez d'ailleurs écrit plusieurs livres sur ces affaires à tiroirs multiples, je le disais, notamment en 2001, affaire Elf, affaire d'État. Ensuite, en 2006, une incarcération ordinaire. Et puis en 2014, le Mouton Noir, 40 ans dans les coulisses de la République. Et puis donc en mai 2017, tout récemment, vous publiez ces carnets de route d'un Africain aux éditions Elitel. C'est africain du titre, Loïc Le Floch-Prigent, c'est vous? C'est moi, oui, tout à fait. Donc, vous êtes devenu africain? Complètement, oui. Alors peut-être les Bretons ont-ils une certaine tendance à pouvoir devenir africains, parce qu'il y a un certain nombre d'analogies que j'ai développées dans le livre, mais je suis passionné par le continent africain du Sud, le continent noir, et j'y suis chez moi, comme je suis en Bretagne. Alors vous décrivez une Afrique complexe, impénétrable, vous dites, enfin vous la qualifiez de plein d'adjectifs, mais que la logique cartésienne occidentale a du mal à comprendre. Oui, parce que on comprend mal pourquoi les États ne sont pas des véritables États comme nous, des nations, première chose, et on ne comprend pas que pendant 2000 ans, il y a eu une tradition orale et non pas écrite. Donc on a, du point de vue de la communication et de la compréhension, des difficultés, et ces difficultés conduisent à énormément d'impasses, comme celle de dire à un pays africain, voilà, j'ai rencontré le chef d'État, il est d'accord pour faire telle chose, donc tout va bien. En fait, comme il n'y a pas d'État, il n'y a pas de chef d'État, et par conséquent, rien ne se fait comme les Occidentaux peuvent l'espérer. Alors, vous décrivez dans votre livre ce que vous considérez comme les travers de l'Afrique d'aujourd'hui, c'est-à-dire la corruption, vous en parlez beaucoup, simulacre de démocratie, l'enfer pour la plupart, en tout cas, de la vie quotidienne. Ce sont des fatalités, on ne peut rien y faire? Bien sûr que si, on peut changer, mais il faut avoir la volonté de changer. Alors, on ne peut pas à la fois considérer que les dictateurs sont là pour la nuit des temps, et puis dire oui, ce serait bien qu'ils se développent. Il faut à un moment que la démocratie, que l'expression populaire puisse se développer, ce qui n'est pas le cas. Alors, et quand elle se développe, on essaie de la tempérer. Aujourd'hui, au Togo, il y a sur 7 millions de personnes, il y a 1 million de personnes dans la rue depuis 15 jours. Bon, on n'en fait pas état, c'est pas grave. On essaie de conserver le régime parce que la stabilité sert aux intérêts des gens extérieurs. Alors, c'est vrai des Occidentaux, c'est vrai des Chinois, c'est vrai de tout le monde. Mais on essaie d'avoir la stabilité, et cette stabilité n'est pas ce que les peuples souhaitent. Les peuples souhaitent le changement. Il y a une jeunesse extrêmement importante là-bas qui a envie de voir comment le travail peut payer, comment la corruption ne règne pas, comment le népotisme ne règne pas, etc. Et une aspiration à la démocratie que Internet est venu accélérer. Parce que ce surplace de l'Afrique, il profite aux gouvernements locaux, il profite probablement aussi aux gouvernements occidentaux, il ne faut pas se cacher derrière il profite aussi à des entreprises comme celles que vous avez dirigées. Il profite essentiellement à des gens qui prennent des matières premières et qui ne veulent pas les transformer. Donc on achète une matière première pas chère et on vend un produit transformé beaucoup plus cher. Et c'est ça qui a été le cancer de l'Afrique de ces dernières années, et je dis qu'il faut que ça cesse. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne construit pas des raffineries de pétrole en Afrique? Parce que pour construire une raffinerie, il faut de l'argent, il faut 4 à 8 milliards pour que ce soit économique, et personne, aucune banque ne veut risquer sur l'Afrique une telle somme. Ouais. Donc les raffineries en Afrique, même en Afrique du Sud, qui est un pays où il y avait quand même un certain nombre de choses qui se faisaient, il n'y a pas de raffinerie économique. C'est absolument incroyable. Donc on continue à acheter
le pétrole et à revendre les produits raffinés. En Angola, par exemple, qui est un pays qui est un des premiers pays pétroliers du monde et le deuxième pétrolier africain, eh bien, il y a seulement 20%. Avec la famille Dos Santos, qui est au pouvoir, une des familles les plus riches d'Afrique. Absolument. Ouais. Eh bien, nous sommes aujourd'hui à 20% d'autoconsommation, c'est-à-dire qu'il y a seulement 20% du raffinage de produits raffinés qui peuvent être utilisés en Angola. C'est absurde. Mais personne n'a eu envie, au cours de ces 20 ou 30 dernières années, de construire une véritable raffinerie. La raffinerie qui existe date de 1950, c'est l'ancienne raffinerie de Petrofina, et c'est absurde. Mais la faute à qui alors? Aux gouvernements locaux, africains, ou au gouvernement du Nord? À tout le monde. C'est-à-dire que les gouvernements locaux sont des gouvernements qui demandent qu'on se construise une raffinerie, mais d'un autre côté, si jamais on leur donne de l'argent, ils acceptent de ne pas la faire et de continuer à acheter les produits pétroliers aux différents traders actuels, c'est-à-dire Trafigura, Glencore, Vitol, ça. Donc il y a une rapidité à toujours se dire on ne va pas faire quelque chose en Afrique, mais ils vont acheter des produits et nous on prend les matières premières, ce qui ruine la République démocratique du Congo, ce qui ruine sur le plan des minerais, qui ruine la Guinée, qui ruine Madagascar, qui sont des choses extraordinaires, qui a ruiné complètement la RCA, la République centrafricaine. Donc on achète le produit à bas prix et on le revend à des prix importants dans une atmosphère qui est absolument insupportable. Avec le constat que vous faites partie de ce qu'on appelle les afro-pessimistes? Non, je ne suis jamais pessimiste, je suis jamais résigné. Donc je dis qu'aujourd'hui, la façon dont, les jeunes arrivent, et c'est pour ça que je vous ai parlé du Togo, les gens de 35-45 ans qui ont été faire leurs études à l'étranger reviennent sur place et disent il faut changer, on va avoir un autre regard. C'est pour ça que je dis un autre regard sur l'Afrique. Et puis par ailleurs, l'Afrique noire est un matriarcat, les femmes ont de l'importance et les femmes sont en train d'exploser complètement sur ce continent. Le meilleur exemple, toujours le Togo, c'est celle qui tient l'espoir du Togo aujourd'hui. Elle a une trentaine d'années, elle revient des États-Unis, s'appelle Farida Naoubena. C'est elle qui se met sur les réseaux sociaux et qui dit aux gens sortez, ayez le courage de sortir. Donc on voit bien qu'il y a les chefs d'entreprise nouveaux et les femmes qui sont en train de transformer les choses. Vous faites confiance à la nouvelle élite africaine? Je pense que moi j'en connais un grand nombre et je dois dire que si jamais on les laisse travailler, ils vont transformer l'Afrique. Il faut les laisser travailler. Il faut pas payer les chefs d'État pour qu'ils les mettent en prison. Et c'est ça qu'un certain nombre de gens font. En disant, bon, celui-là, il va nous embêter parce qu'il est en train d'en monter. Donc, on voit bien que les chefs d'entreprise africains, qui sont jeunes, ont des difficultés, non pas avec le marché, mais avec le chef d'État qui n'a pas envie que ces individus soient trop puissants. Et donc, c'est là que les Occidentaux, les Chinois ou les Américains arrivent en disant, écoutez, si vous le mettez à l'ombre, c'est aussi bien pour nous, parce que ça nous permet de continuer à travailler. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. On parle souvent de la gouvernance en Afrique, de la mauvaise gouvernance. On dit qu'il faudrait de la bonne gouvernance, donc ça vient de la démocratie. Est-ce que la démocratie à l'occidentale, à l'européenne, elle est transposable en Afrique? Non, mais ils vont découvrir la démocratie, mais nous, on n'a pas à leur imposer la dictature. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, on n'avait pas à permettre aux dictateurs de changer la démocratie et de changer la Constitution pour se faire réélire et être des dirigeants 35, 30, 40, 50 ans. On avait à réagir par rapport à ça. On a les moyens de réagir. On a les moyens de réagir avec le FMI, la Banque mondiale et un certain nombre d'outils. Donc il y a eu le Burundi, il y a eu le Congo-Brazzaville. Maintenant, vous avez en République démocratique du Congo, vous avez M. Kabila qui reste au pouvoir malgré le fait que son pouvoir a disparu. Donc ça fait beaucoup. Ouais. De quoi l'Afrique a-t-elle besoin aujourd'hui, Loïc Le Floch-Prigent? En priorité, des investissements, plus de justice, d'éducation? C'est quoi vos priorités pour l'Afrique? L'éducation est essentielle.
C'est-à-dire que ce qui a été fait, en particulier, je le souligne, par tous ces gens qui sont dévoués à l'Afrique, et j'en ai retenu une qui est sœur Marguerite Tiberghien, qui était dans le Congo Brazzaville que j'ai connu, c'est extraordinaire la manière dont l'éducation a été portée par ces gens qui sont dévoués. Mais il faut aller au-delà maintenant, et pour arriver à aller au-delà, il faut qu'ils aient la capacité de pouvoir étudier. Et étudier, ça veut dire de l'électricité. On ne peut pas avoir 1 milliard de jeunes étudiant à la bougie. Il faut qu'au moins ils puissent, au moment où le soleil disparaît, continuer à lire. Ouais. Et donc ça, c'est pas le cas. Ouais. Et c'est un point important, c'est d'arriver à mettre l'énergie à l'intérieur de ces foyers. Et c'est une véritable gageure, parce que les conurbations sont énormes. Et ça ne se fera pas avec des recettes parisiennes. Ça se fera avec des recettes africaines. Et c'est les Africains eux-mêmes qui vont définir comment satisfaire leurs besoins. On a beaucoup parlé de la France-Afrique, ce mélange de politique, de militaire, d'affaires. Ça existe toujours ? C'est-à-dire que la France-Afrique est une notion évolutive. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'un nouveau président arrivait, il supprimait France-Afrique. Il dit c'est fini. Mais en fin de compte, chacun a sa petite France-Afrique, c'est-à-dire que se dit voilà ce qu'on doit faire et voilà ce que je vais faire et ça va bien. Je crois qu'il faut laisser les Africains faire et leur donner les moyens de le faire. Et les moyens de le faire, c'est que le système bancaire africain soit capable de financer des investissements des Africains pour les Africains. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire un Africain qui a envie d'investir son temps, mais qui a envie de développer son affaire, aura des difficultés avec le système bancaire tel qu'il est, parce qu'il est trop dépendant des banques occidentales et des banques chinoises. En un mot, qu'est-ce que les Africains, vous pensez, attendent de la France aujourd'hui ? Que la France leur dise clairement que la démocratie, c'est à eux de la faire et qu'ils n'interviennent plus dans leur démocratie. Et je plaide pour que nous arrêtions d'aider les dictatures aujourd'hui à l'intérieur de ce continent. Et vraisemblablement, ça ira mieux. C'est-à-dire que si jamais aujourd'hui on arrêtait de dire que la stabilité est là avant tout et qu'il faut garder Monsieur X, Monsieur Y et Monsieur Z, on aurait fait un grand pas dans la solution des problèmes africains. Merci Loïc Le Floch-Prigent. Je rappelle le titre de votre livre, Carnet de route d'un Africain, un autre regard sur l'Afrique d'aujourd'hui. Merci d'être venu en parler dans 64 minutes. Merci à vous.